peut-être compléter le CV pour certains ou certaines qui ont un CV un peu plus étoffé. Je pense que c'est le cas de Caroline Dachary, qui va effectivement prendre la parole maintenant pour faire là un vrai propos introductif sur le sujet. Et je veux dire que je suis un professionnel des ressources humaines, mais j'ai accueilli avec très, 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 très grand plaisir une partie de son propos, car vous savez, on a peut-être des fois un peu la chance d'avoir l'information avant tout le monde. Donc j'ai découvert une partie de son propos, et croyez-moi, alors elle intitule son propos « Le travail à l'épreuve du numérique ». Moi, je pourrais dire que c'est d'une certaine façon l'envers du décor, peut-être même l'origine du décor, et d'une autre façon, ça peut être les trous dans la raquette de tout cet impact du numérique. Alors, qui est-elle? Parce que la position du regard influence forcément la parole. Qui est-elle? D'abord, elle est maîtresse de conférence, pardon. Je le sentais bien, à l'Université Toulouse 2 et puis membre du LIST. Alors le LIST, pour ceux qui ne savent pas, c'est un laboratoire qui est commun au CNRS, à UT2 et au AEHS. Voilà. Donc c'est le laboratoire interdisciplinaire des solidarités, société et territoire. Elle dirige notamment avec Johan Chollet Community, qui est une communauté. Alors globalement, on peut dire que Caroline Dachary intervient dans le domaine des SHS. Est-ce que vous savez ce que c'est que les SHS? Bon, ben, il va falloir apprendre. Hein. Vous connaissez les sciences dures, les sciences molles. Eh bien, il y a les sciences humaines et sociales, qui est une partie de discipline qui couvre évidemment beaucoup, beaucoup de choses, qui d'ailleurs commence à faire son apparition dans les écoles d'ingénieurs. Donc, je suppose, non, il n'y a pas d'ingénieurs ici, a priori. Mais donc, c'est une discipline qui englobe, vous pouvez l'imaginer, l'ensemble des sciences humaines et sociales et qui crée un espace de collaboration. Elle dirige donc Communauté, qui est la communauté des universitaires autour des TIC en région toulousaine et qui est une instance de valorisation et d'échange avec les partenaires socio-économiques et le grand public du LABEX SMS. Voilà. Je terminerai en disant qu'elle est sociologue, bien sûr, et qu'elle écrit. Alors, elle a écrit des choses merveilleuses, probablement, mais je pense que le meilleur est à venir quand elle nous dit qu'elle va publier « Quand travailler, c'est s'organiser », apparaître en 2017 avec Alexandra Bidet et Gérald Cadrillo. Donc, je la laisse nous introduire les aspects réellement humains, car dans le propos de Caroline Dachary, l'humanité est... la fibre humaine et la composante humaine est au centre du débat. Je lui laisse la parole pour ce magnifique propos introductif. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Du coup, je vais vous parler effectivement du travail à l'épreuve du numérique. Donc je suis sociologue. Alors pour vous, évidemment, il y a eu plusieurs perspectives de la sociologie sur cette question du numérique au travail. En premier lieu, quelques ouvrages marquants. Le Nouvel esprit du capitalisme de Luc Boltanski et F. Chapello, qui ont beaucoup parlé de l'évolution des formes de management, à la montée du management d'un réseau et du coup le lien avec les technologies d'information et la communication. Comment aussi les technologies d'information et la communication ont mis au travail le consommateur, avec l'ouvrage de Marianne Dujarrier. Plus en lien direct avec le propos de ce soir, l'ouvrage de Dominique Cardon et d'Antonio Casilli, qu'est-ce que le digital labor avec le travail du clic et tout ce qui est ubérisation, plateformisation. Donc là, vous avez une approche sociologique vraiment sur la plateformisation. Et moi, je vais vous parler de la dispersion au travail. Alors, l'idée déjà, comment je travaille en tant que sociologue, je vais voir comment les gens travaillent réellement. Je les observe, je les filme, je traque leur activité numérique et je fais passer des entretiens. Et donc, je le fais dans des situations de travail très contrastées. Donc, vous en avez un inventaire au tableau. Et ce que j'appelle les situations de dispersion, c'est des situations de travail où les personnes sont amenées, notamment sous la pression d'un environnement changeant et donc équipé en technologie d'information et de communication, à fréquemment reconfigurer leur activité, à la réajuster en permanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire gérer des interruptions, ça veut dire du multitasking, de l'attention périphérique, etc. Et l'idée, c'est de voir qu'est-ce que ça fait à ces travailleurs qui doivent se débrouiller avec ces situations, en termes notamment de compétences et de charges au travail. Alors, pourquoi prendre en compte ces situations de dispersion? C'est pour mettre en évidence le caractère très sollicitant pour l'attention de l'environnement de travail immédiat.
le fait de ne pas isoler artificiellement le travailleur de son environnement de travail, parce qu'on verra évidemment que suivant comment le travail est configuré et l'équipement de la situation, mais ça change pas mal de choses à ses capacités à faire face à ces situations. Et aussi tout un travail invisible du travailleur qui est celui de maintenir la cohérence de son activité coûte que coûte, malgré toutes les perturbations qui viennent l'interrompre et l'empêcher. Donc vous comprenez bien que quand je parle de situation de dispersion au travail, c'est une signification élargie par rapport au sens commun, il n'y a pas de connotation négative. Par exemple, le trader a besoin de gérer ces situations de dispersion au travail, c'est au centre de son activité. Très vite, je voulais revenir sur les différentes charges associées à cette confrontation répétée à ces situations de dispersion. Ces charges sont à la fois cognitives, psychiques, mais aussi physiques. Alors cognitif, c'est très connu, donc je passerai assez rapidement. C'est tout ce qui est en lien avec la surcharge informationnelle, la vigilance, la pression temporelle. Donc ça a été très largement identifié dans la littérature. C'est peut-être pas la peine de s'y arrêter. Des charges psychiques, alors plutôt le fait que du coup, le travailleur est contraint d'improviser des choix en situation avec la hantise d'avoir fait un mauvais choix, la préoccupation lancinante de la to-do list qui n'est jamais terminée. Et un sentiment de culpabilité de ne pas avoir fait forcément aussi tout ce qu'il avait à faire et de ne pas faire son vrai travail. Et les charges physiques, bon, la fatigue, vous imaginez, mais peut-être plus étonnant, les torsions et étirements, parce qu'en filmant les managers, on s'aperçoit que pour gérer les interactions concurrentes, et y compris les interactions avec le numérique, ils passent leur temps à se tordre et à s'étirer, et du coup, ça va mettre en lien avec l'explosion des troubles musculo-squelettiques dans les situations de travail à dominante intellectuelle. Et alors, pour être plus en lien avec la conférence d'aujourd'hui, j'aimerais insister un peu plus sur un travail que j'ai fait l'année dernière en partenariat avec 9 autres chercheurs. Un grand groupe de télécommunications français nous a demandé en fait de travailler sur sa grille de compétences numériques transverses. Et du coup, l'idée, en fait, la commande, c'était pour adapter nos métiers et nos compétences à la numérisation, enfin, eux, ils disent digitalisation. Quelles compétences transverses et communes à tous nos métiers doit-on développer ? Sachant que dans ce groupe, évidemment, il y a des chercheurs, il y a des techniciens, des vendeurs, des gens, des juristes, vraiment plein de métiers différents. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'ils voulaient une grille de compétences numériques transverses. Alors déjà, ça nous paraissait un peu bizarre, mais effectivement, après, quand on va voir les gens travailler concrètement sur le terrain, ça paraît encore plus bizarre et pas possible en fait. Les compétences numériques, on demande à un chercheur qui développe des réseaux de communication et un vendeur en boutique, c'est pas les mêmes. Et donc du coup, on leur a proposé de faire un pas de côté et de voir en quoi toutes ces transformations numériques transformaient l'attention. Et l'attention, alors pourquoi ? Parce que évidemment, dans un environnement fortement digitalisé, il y a une augmentation de la quantité d'informations en circulation, que ceci entraîne une pénurie d'attention, et que chacun de ces dispositifs numériques doit être considéré comme un dispositif qui reconfigure notre attention individuelle et collective, on le verra, et prendre en compte toutes ces sollicitations de l'attention dans un cadre de travail. Donc, 3 niveaux attentionnels. L'attention individuelle, qui est le plus intuitif, comment en fait on alloue son attention, alors dans une perspective plus économique, là, économique d'intention. Une attention collective, une attention conjointe, c'est-à-dire où en fait l'attention est tout autant quelque chose que l'on fait par soi-même que quelque chose que l'on prête. J'y reviendrai. Et l'attention organisationnelle. Comment l'organisation, au sens de l'entreprise, gère ce niveau attentionnel. Alors, au niveau individuel, alors vous verrez, j'ai pas le temps, mais vous verrez que chacun de mes slides est émaillé soit d'entretien, soit d'observation fait dans les différents terrains. L'attention individuelle, évidemment, la multiplication des outils dans l'environnement de travail implique une redondance des outils et un travail d'articulation incessant entre ces outils et évidemment le volume d'informations qu'ils contiennent. Et du coup, le travailleur se retrouve dans une situation où son environnement de travail est en perpétuelle modification. Où en fait, non seulement les outils changent, mais quand bien même son ordinateur ne change pas, on lui installe des solutions sans qu'il soit formé, sans parfois qu'il ait été averti. Donc, du coup, il y a une capacité d'adaptation continue du travailleur qui doit se développer, une formation sur le tas. Ensuite, du coup, ça se retraduit, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, par de la surcharge cognitive, le fait de devoir être multitâche et de savoir gérer l'hétérogénéité. Et du coup, dans les moments où l'on doit se concentrer et s'abstraire d'un environnement trop chargé en informations, ça devient quelque chose qui est coûteux.
cognitivement, parce que voilà, il faut créer les moyens de cette focalisation et de cette concentration. Et donc, une des compétences déjà dans ces environnements de travail numérique, c'est cette compétence à jongler avec des foyers d'attention très variés. Au niveau attentionnel et au niveau individuel, quelque chose qui n'est pas souvent mis en avant, c'est le rôle de l'expérience. C'est-à-dire que dans la capacité à être attentif aux bons signaux dans son environnement de travail, je vous parle aussi bien du mail qui tombe, de choses beaucoup plus compliquées ou de quelqu'un qui rentre dans l'open space, en fait, il y a un rôle très fort de l'apprentissage et de l'expérience. C'est-à-dire que c'est parce que je connais mon travail, je connais mon environnement de travail, je connais mes outils, que je vais me laisser interrompre par la bonne sollicitation, que je vais laisser de côté les choses qui ne sont pas pertinentes pour mon activité. Et du coup, l'importance des métiers est centrale afin de discriminer les bons signaux. Il y a aussi une dimension collective de ce qu'on fait et de la compétence par métier. Cette attention sélective est aussi liée à la maîtrise des outils, parce qu'en fait, on peut reporter une part de ce filtrage de l'attention par une bonne maîtrise des outils. Vous n'avez qu'à voir par rapport à tout ce qui est paramétrage de sa disponibilité sur les différents outils. Et ensuite, la capacité à s'adapter à ces environnements technologiques évolutifs s'appuie fortement sur des connaissances tacites et des savoir-faire métiers qui sont cumulés à travers l'expérience personnelle. Et on le voit bien dans les observations, quand il y a un nouveau qui déboule dans une situation de travail, il est beaucoup moins efficace, et notamment parce qu'il ne sait pas discriminer les bons signaux pertinents dans son environnement de travail. Pour vous prendre un exemple, par exemple, dans le cas des traders, 2 traders assis à un desk, le voisin il va savoir quand interrompre l'autre trader juste en regardant sur lequel de ces 6 écrans il regarde et à quel endroit, parce que je sais s'il est en train de traiter ou de prendre des informations sur le marché. Mais c'est parce que je le connais très bien que l'environnement de travail est stable et que voilà. Donc du coup, on voit que là, le coût de l'interruption n'est pas le même que si je l'interrompais pendant qu'il est en train de traiter. L'attention individuelle, c'est au niveau des compétences qu'il faut développer, c'est aussi le fait de savoir moduler sa connexion. Être ouvert, c'est évidemment très important dans le cas des managers, mais du coup savoir la paramétrer, cette ouverture, en fonction des situations et des interlocuteurs. Et d'où l'importance d'avoir une autonomie attentionnelle, le fait de pouvoir allouer son attention, ce qui n'est pas vrai dans toutes les situations de travail. Pensez aux télévendeurs. Et donc du coup, ce qui me fait passer à l'attention collective. L'attention collective, l'attention conjointe, elle se joue dans l'interaction, c'est-à-dire dans la coprésence, donc aussi bien avec mes collègues, dans les situations de travail où ils sont à côté de moi, mais aussi avec les clients, pour les situations où l'on vend. Donc du coup, cette attention conjointe aussi est équipée, donc je vois qu'il me reste que 5 minutes, donc je vais aller un peu rapidement sur cette question. Et dans la question de l'attention collective, cette attention collective, par-delà à l'attention interactionnelle qui se joue avec le client ou le collègue, elle se joue dans la durée de vie des équipes. Or, on voit de plus en plus un effritement des collectifs de travail avec l'évolution des modes de management ou avec la montée du travail en réseau, où les gens sont de moins en moins dans des situations de travail avec des équipes stables. Et or, cette stabilité des collectifs, on voit, est un rempart pour arriver à gérer toutes les charges que j'ai décrites tout à l'heure liées à la dispersion au travail et aux problèmes attentionnels. Au niveau organisationnel, maintenant, l'organisation, elle joue un rôle dans l'équipement des attentions individuelles et collectives. C'est pas qu'une affaire d'individu, l'attention. C'est aussi une affaire... L'organisation doit penser l'équipement des attentions individuelles et collectives. Dans l'aménagement et la configuration de l'espace, dans une approche écologique, en n'oubliant pas les corps, je pourrais y revenir plus tard dans la question, et dans le fait de ne pas donner des prises attentionnelles défaillantes. En l'occurrence, sur le terrain, les SI étaient très mauvais, et du coup, les travailleurs se plaignaient beaucoup des dysfonctionnements de ces SI, de ces systèmes d'information. Ensuite, l'attention organisationnelle, elle se joue aussi au fait de synchroniser les attentions des différentes équipes, des différents travailleurs. Et le fait que digitalisation ne rime pas forcément avec accélération. Il faut maîtriser le rythme et avoir un tempo qui permette aux gens de travailler ensemble. Les temps ne vont pas forcément ensemble par une main invisible de l'attention. Il y a aussi tous les problèmes posés par une taylorisation de l'attention. Dans une division des processus, il y a une perte du sens de l'activité avec des charges associées et une identité métier qui se dévalorise.
Et d'où l'importance de créer des arènes d'attention collective. Là, par exemple, dans cette entreprise, ils faisaient des LAN parties où tous les métiers qui étaient le long du système d'information se retrouvaient le temps d'un jour pour travailler les uns à côté des autres. Il y avait beaucoup de transmissions qui se faisaient. Et dernier point, sur lequel je voulais revenir, c'est que la tentation avec le numérique pour l'organisation du travail, donc l'entreprise, vous comprenez, de sous-traiter un peu l'évaluation de ses collaborateurs aux traces laissées par le digital, par le numérique. Or, évidemment, en situation, on s'aperçoit qu'il y a un gros décalage et que toute l'activité d'un travailleur ne se résume pas aux traces de son activité laissée sur les systèmes d'information et que du coup, ça pose beaucoup de problèmes en termes d'évaluation, de formation et de compétences. Donc en conclusion, du coup, bon, vous avez bien compris, moi c'est un peu en contrepoint par rapport à ce que vous allez, ce dont vous allez parler après, mais donc je parlais du travail dans son ensemble, des situations de travail dans son ensemble, et donc il y a un continuum entre des situations de travail où les gens sont en contact direct avec la matière, comme dans le cas de cette entreprise, les techniciens, les gens qui interviennent sur la matérialité, et des situations de travail qui sont plus des situations de travail symboliques, qui touchent notamment toutes les questions autour de la plateformisation, où là, la médiation digitale devient très importante. Et du coup, suivant là où les situations de travail se trouvent le long de ce continuum, les filtres attentionnels ne vont pas être les mêmes et vont être plus ou moins... en tous les cas, à chaque fois, ils s'appuient sur l'expérience individuelle, d'où le rôle aussi de la stabilité. Et dans les métiers où intervient cette médiation digitale, le filtre attentionnel est double. Donc, en amont de cette expérience individuelle, qui conduit à savoir se repérer dans un environnement numérique, l'organisation a posé un premier filtre inscrit dans les dispositifs eux-mêmes. Et du coup, il faut faire attention aussi à la conception de ces dispositifs qui conduit à sélectionner des prises attentionnelles au détriment d'autres. C'est-à-dire qu'en amont, dans la construction des dispositifs, l'attention est déjà préformatée dans les dispositifs numériques. Voilà. Je vous avais dit, ce sont les trous dans la raquette. Je précise que son ouvrage, La dispersion au travail, chez Octares, date de 2011. Alors, je ne sais pas si vous avez été au-delà de son propos, mais si vous pensez qu'aujourd'hui, on a atteint des sommets de productivité grâce à la digitalisation, si vous lisez son propos en creux, on en a beaucoup sous le pied. Je n'ai pas dit que ça ne ferait pas de casse, mais on en a beaucoup sous le pied. Ce qui est extraordinaire chez les chercheurs, c'est qu'ils savent observer, et j'ai bien aimé, en tout cas, le résultat de ces observations. Encore merci.